Alors, bon début d'après-midi à vous tous. Welcome back, everyone. Alors, nous allons reprendre avec la séance 2 qui s'intitule « Approche issue de la recherche pour la prévention de la violence ». Et nous aurons l'honneur d'entendre cet après-midi, en ce début d'après-midi, 3 conférenciers. Je vais vous présenter la première et une après l'autre, nous allons entendre les conférenciers et ensuite, nous allons prendre la période des questions à la fin. Chacun des conférenciers aura 20 minutes. Alors, ça me fait extrêmement plaisir de présenter d'abord Claire Beaumont, qui est psychologue et professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Elle est aussi chercheure au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire et elle nous présente cet après-midi une communication qui s'intitule « Prévenir la violence à l'école ou améliorer la qualité de vie scolaire ». Ce que révèlent les approches globales et positives en matière de prévention. Merci et bonne conférence. Alors, rebonjour. Je ne sais pas si vous entendez le plancher craquer. Really exciting. OK. Si je me retrouve par terre, venez me chercher, s'il vous plaît. OK. Alors, il me fait plaisir de revenir vers vous ce midi. Vous allez voir que ce que je vous présente, ça va tout à fait dans la suite de ce qu'on a discuté ce matin. On a parlé des approches, on a parlé des programmes, on a parlé de l'approche globale et positive à quelques reprises sans peut-être élaborer un peu plus sur comment on implante ce type d'approche. Alors, comme vous voyez, le titre « Prévenir la violence à l'école » ou « Améliorer la qualité de vie d'une école », c'est comme 2 angles d'approche qu'on a pour finalement arriver à la même fin, c'est d'établir un climat sain, sécurisant, supportant dans les écoles. Alors, que révèlent les approches globales et positives en regard de la prévention de la violence dans les écoles? Alors, tout d'abord, on va parler pourquoi choisir une approche globale et positive. Je vais faire le lien avec les modèles d'intervention qu'on utilise le plus fréquemment. Je vais vous présenter un autre modèle d'intervention extrêmement intéressant qui pourrait nous donner des réponses à, justement, faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux, les interventions qu'on met en place dans les écoles. Ensuite, on va regarder comment on peut assurer la pérennité de nos interventions. Parce que dans le contexte immédiat où il y a beaucoup de sensibilisation, où les gens se lèvent les manches pour vraiment travailler fort, pour travailler dans le même sens, est-ce que ça va durer, cette mobilisation-là? Est-ce que ça va être un feu de paille ou bien on va vraiment encore travailler de plus en plus? Il ne faut pas que ça tombe, évidemment. Alors, comment? Et les clés de succès pour implanter une approche globale et positive et créer un environnement scolaire plus que sain et plus que sécurisant, un environnement scolaire enveloppant, vraiment collaborant et pour faire en sorte qu'on prenne l'enfant en charge pour lui fournir la meilleure éducation possible. Alors, une approche globale et positive, c'est d'abord une approche qui est basée sur la collaboration de l'équipe totale de l'école, OK? Alors, et aussi des partenaires de la communauté. Il ne faut pas oublier que l'école n'est pas toute seule pour vraiment faire œuvre d'éducation auprès des enfants. L'école, c'est un établissement qui est situé dans un environnement qu'on appelle une collectivité, une communauté. Et c'est vraiment très important, avec les partenaires de la communauté, c'est vraiment très important que tout le monde, à la fois dans le milieu scolaire et dans la communauté, comprenne que l'école appartient à la communauté. Ce sont les mêmes enfants qu'on retrouve et à l'école et dans les autres sphères de la communauté. Alors, les mots-clés pour implanter une approche globale et positive en prévention, l'information, donc éduquer, donner l'information au plus grand nombre de personnes dans la communauté éducative, les faire participer, les faire collaborer et développer le plus grand nombre de membres, de partenaires de la communauté parce qu'ils font vraiment partie de la solution et ils attendent que ça, qu'on aille les chercher. Alors, pourquoi choisir une approche globale et positive en matière de prévention de la violence à l'école? Parce que cette approche
n'est pas simplement centré sur la prévention de la violence, mais est centré sur le développement global de l'enfant. Alors, on va parler dans ces approches-là de moyens qui aident les enfants tant sur les plans académiques, sociaux, et on va aussi travailler sur l'environnement scolaire. Pourquoi choisir une approche globale et positive? Parce que ça va permettre aussi de greffer toutes les activités qui se font dans une école autour d'une philosophie ou de buts communs. Alors, vous savez, dans les écoles, très souvent, ce qu'on rencontre, ce sont des activités, bien sûr, en lien avec la prévention de la violence à l'école, sauf que on peut inviter, par exemple, quelqu'un qui vient du CLSC, parler, disons, de la prévention de la violence dans les relations amoureuses. Parfait. On peut inviter plusieurs autres conférenciers ou d'autres partenaires, mais on ne relie pas ça nécessairement à une perception, à une vision commune, à une philosophie qu'on veut atteindre. Alors, on peut inclure dans l'approche globale et positive tout le programme scolaire, des interventions dans la classe, des interventions au niveau de l'école, inclure les parents, la collaboration, l'engagement des élèves et tous les beaux programmes comme on a pu voir ce matin qui ont été présentés. Alors, dans ces approches-là, chaque membre de l'école, de la communauté scolaire est conscient du rôle qu'il a à jouer et il adhère à la vision commune que l'école s'est donnée. Et pour implanter un programme, on ne dira pas un programme, on dit pour travailler selon une approche globale et positive, il faut aussi savoir que c'est en continuel développement et qu'on ne s'assoit jamais sur nos lauriers parce que c'est toujours à continuer et à améliorer. Donc, dans les écoles où j'entends parfois dire, ben moi, dans mon école, il n'y en a pas de violence. Alors, si on propose l'approche pour travailler, pour prévenir la violence, déjà, à ce moment-là, la porte, elle n'est pas tellement ouverte. Alors que si on propose une approche qui va permettre d'améliorer la vie à l'école et de permettre aux enfants de se développer sur tous les angles, alors à ce moment-là, on peut proposer des interventions. Et je ne crois pas que des directions ou des gens dans les écoles me disent, bon, ben moi, je suis contre le fait d'améliorer ma vie à l'école. Alors, c'est l'angle d'approche, de ce type d'approche globale et positive, c'est-à-dire qu'on considère le milieu scolaire comme étant faisant partie de la solution et on met tout le monde au travail pour y parvenir. Vous connaissez peut-être ce modèle de prévention qui a été utilisé à date quand on parle de programme d'intervention ou d'intervention. Cette pyramide est inspirée des travaux en sciences de la santé. Et souvent, on l'utilise pour travailler auprès des jeunes qui présentent des difficultés de comportement. Ce qui veut dire, bon, si je vous l'explique ou peut-être vous la connaissez, on a la prévention qui se situe au niveau primaire où là se situent nos interventions universelles, c'est-à-dire on fait des interventions qui s'adressent à l'ensemble de la population scolaire sur un problème qui a déjà été ciblé, dans notre cas, celui de la violence. Alors, il y a la prévention secondaire où, là, on met des interventions lorsque le problème est ciblé auprès des élèves qu'on appelle à risque. Je ne pèse pas sur le bon piton. Merci de me l'avoir dit avant la fin. Je vais aller peser ce bouton-là, non? OK, bon, voilà. Merci, François. Bon, OK. Alors, on se replace. Voilà. Alors, la pyramide qui est utilisée, vous allez la voir souvent utilisée aussi. Et c'est là où on situe les interventions au niveau primaire, au niveau tertiaire, au niveau secondaire ou au niveau tertiaire. Alors, c'est inspiré d'un modèle en santé. Et on l'utilise énormément pour savoir à qui s'adressent nos interventions. Alors, à la base, des interventions pour tout le monde, donc pour prévenir un problème qu'on a déjà identifié. Ensuite, une intervention un petit peu plus musclée pour déjà les enfants ou les adolescents qui sont à risque. Et ensuite, les interventions beaucoup plus... là, j'ai 2 pitons. OK. Je vais y aller avec cela. Ensuite, les interventions beaucoup plus ciblées, qu'on appelle la prévention tertiaire, qui est vraiment pour les jeunes qui ont vraiment des problèmes très, très graves de comportement ou d'agression et qui requièrent vraiment des interventions très, très ciblées.
Alors, c'est le modèle avec lequel on travaille pour implanter, pour voir si dans les écoles, on a vraiment des interventions au niveau universel, au niveau de la prévention secondaire, au niveau de la prévention tertiaire. Alors, le modèle que je voudrais vous proposer, un autre modèle pour réfléchir, nous donner un autre angle d'approche pour justement travailler en prévention, c'est le modèle de Deklerk qui a été utilisé dans le domaine de la criminalité et qui s'apparente un peu au modèle de Bronfenbrenner qui dit que l'enfant est situé dans un milieu et qui se développe selon les interactions entre les différentes sphères. Alors, je vous présente un peu la distinction et comment il peut influencer nos pratiques si on se réfère à ce modèle-ci. Alors, selon ce modèle-ci, le premier niveau, alors c'est un niveau à 4 niveaux avec un niveau 0. Le premier niveau, en fait, ce qu'il appelle la prévention intégrale. Alors là-dedans, on va trouver tout ce qui vient de la société, tout ce qui influence le climat de l'école avec les politiques, avec les lois, avec les projets de partenariat, avec tout ce qui vient vraiment au niveau de la société dans laquelle l'école elle est située. Alors, ce degré, il va influencer l'organisation scolaire, et il va influencer le contexte éducatif et la vie de chacune des parties qui est impliquée. On entend par là les parents, les enfants, les partenaires. Vous savez, il y a beaucoup de partenariats avec les policiers éducateurs, avec les organismes communautaires. Alors, si on va à l'autre niveau, ici, ce qu'on voit... je mets avec mes flèches encore. OK. À l'autre niveau, alors le niveau 1, c'est là où on ferait de la prévention plus fondamentale, c'est-à-dire les interventions ciblent l'amélioration de la qualité de vie en général. On n'est pas encore dans la prévention universelle parce qu'on prend pour acquis qu'on ne vient pas à l'école pour faire la prévention. On vient à l'école pour se développer, pour apprendre à être des citoyens. On vient à l'école pour recevoir de l'éducation. Et plus les interventions sont faites qui ciblent ce premier niveau-là, alors on est vraiment dans la prévention fondamentale. Il n'y a pas encore de problème qui est identifié. Alors, toutes les interventions qui sont faites à ce niveau-là vont faire en sorte, vont toucher différents aspects du jeune. On peut y retrouver, par exemple, les sessions d'entraînement ou d'éducation aux habiletés sociales qu'on retrouve généralement dans les programmes dits de prévention universelle. Okay? Alors ici, si on décalait tout d'un degré les interventions, on travaillerait moins sur un problème identifié plus particulièrement. Je donne un exemple. On a beaucoup dans les écoles des différents kits ou des différents programmes. On a un programme pour prévenir le décrochage, programme pour prévenir la violence, programme pour... OK? À la base, ces programmes-là sont généralement inspirés de ce qu'on devrait retrouver dans le degré 1. C'est-à-dire, on retrouve souvent des éléments communs tels qu'une bonne relation avec l'enseignant, développer les compétences personnelles de chacun, l'approche inclusive. Alors, si on mettait beaucoup plus d'emphase sur le degré 1 dans les écoles, on aurait beaucoup moins de travail à faire lorsqu'on arrive en prévention de quelque chose, puisqu'on arriverait à satisfaire encore plus les besoins fondamentaux de tous les enfants et aussi du personnel qui est dans les écoles. Si on regarde au niveau du niveau 2, alors voyez-vous, le degré 1, il n'y a encore aucun problème qui a été identifié. Et ça se peut que dans des écoles, lorsque j'entends, bon, il n'y a pas de violence, moi, dans mon école, ça se peut que la personne qui le dit le croit. À ce moment-ci, elle doit quand même travailler sur créer un climat vraiment satisfaisant et intéressant et permettre aux jeunes de faire leurs apprentissages sociaux comme scolaires. Alors, si on regarde le degré 2 de ce modèle-là, on irait avec de la prévention générale. Alors, c'est-à-dire avec des mesures générales. Ici, on a déjà identifié un problème. Alors, on travaille sur le problème qui est la violence à l'école, supposons. Alors, comme on travaille sur ce problème-là, le but d'approche, c'est de prévenir le développement possible d'un problème. Ensuite, bon, on a dit que le problème est apparent et l'approche visera à développer encore
les aptitudes générales de l'élève. C'est-à-dire que, vu qu'on est dans la prévention d'un problème particulier, lorsqu'on se situe dans une approche globale et positive, on essaie de faire en sorte que les interventions qu'on utilise ne soient pas seulement pour un problème en particulier, mais qui puissent aussi servir à l'élève dans toutes les autres sphères de sa vie. Si on regarde à l'autre niveau maintenant, alors qui est le niveau 3 et le niveau 4, disons, on va commencer par le niveau 3. Alors, là, il y a un problème qui est vraiment bien défini chez l'enfant. Alors, le but, c'est de lui dire, OK, tu arrêtes, et là, on va trouver des façons pour prévenir, pour pas que ça devienne encore pire. L'approche, elle est focusée sur le problème, effectivement, le problème que l'enfant peut vivre. Si on regarde au 4e niveau, on ne parlera plus de prévention tertiaire, parce qu'il s'agit plutôt de mesures qui sont curatives, si on utilise les termes en santé. Mais dans le fond, ce sont vraiment quand même les mesures qui sont utilisées dans le haut de la pyramide avec laquelle on est habitué de travailler. Alors, ce modèle de pyramidal pourrait nous aider à nous orienter davantage sur créer des milieux vraiment sécurisants, stimulants, éducatifs, où on utilise aussi, où l'attachement à l'école, l'attachement aux personnes, les relations interpersonnelles, tout ce qui fait que le jeune devient un citoyen vraiment respectueux ou en fait qui peut faire les apprentissages. Selon cette approche-là, plus la base est solide, c'est-à-dire le niveau 1, moins on retrouverait dans des écoles des interventions plus spécialisées parce qu'on arriverait à rejoindre le plus grand nombre d'élèves et le plus de besoins possible. Alors, c'est une approche que j'utilise dans la formation, dans le micro-programme sur la prévention de la violence à l'école à l'Université Laval avec mes étudiants parce que ça leur permet d'entrer dans les écoles et de présenter quelque chose de différent. Et on me dit c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur construire quelque chose plutôt que de se battre contre une chose. Alors, voyez-vous ici, c'est un peu un exemple des interventions qu'on pourrait trouver selon certains niveaux. Je ne suis pas encore dans le bon piton. OK. Alors, si on décalait d'une coche, donc si, par exemple, il y avait dans toutes les écoles des sessions où ce qu'on avait autrefois des ateliers de formation personnelle et sociale ou des choses vraiment plus centrées sur la relation et qu'on ne mettait pas au niveau universel, mais qu'on mettait vraiment à un niveau beaucoup plus fondamental, ça pourrait vraiment prendre une part plus naturelle dans la vie de nos écoles actuellement. Si je regarde aussi les programmes de médiation par les pairs ou tous les programmes qui réfèrent aux pairs, plus on implique les jeunes dans leur école, plus on implique les parents, plus on implique les enseignants, plus ils ont le sentiment d'appartenir et de faire la différence dans leur milieu. Alors, c'est vraiment toutes ces interventions-là qui devraient être la base de nos futures interventions qu'on aurait à faire. Je suis en train de... OK. Alors, je ne tomberai pas, il me reste 5 minutes, d'accord. Alors, l'important pour pouvoir travailler en concertation, l'important, c'est de pouvoir travailler en concertation sur des buts communs. Et c'est de se donner pas seulement une définition de ce qu'est la violence ou l'intimidation, mais c'est de se donner des objectifs. Et quand on regarde au niveau des valeurs, les valeurs ne sont pas toujours partagées dans une école. Alors, c'est un travail de base qu'on a aussi à faire avec les équipes avec lesquelles on travaille. Alors, comment on peut s'assurer, justement, de la pérennité de nos interventions? C'est, bon, d'après moi, avec l'approche globale et positive, puisque continuellement, on peut travailler à améliorer nos approches dans ce sens-là et à faire en sorte que, possiblement, on aurait moins de travail, j'appelle ça, du travail répréhensif, où c'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, de travailler avec des enfants sur construire, comme je disais tout à l'heure, plutôt que de récupérer ou de travailler en réaction, ce qui est encore fait beaucoup dans les écoles, malheureusement. On travaille moins en prévention. On dit qu'on n'a pas le temps. Mais les écoles qui ont fait l'expérience de travailler, de mettre plus de temps en préparation et en prévention, vous diront certainement qu'ils ont moins de temps négatif à accorder à l'élève, mais ils ont plus de temps positif à lui accorder.
Alors, pour voir à la pérennité des interventions maintenant, les écoles doivent être bien organisées. Et les écoles doivent être accompagnées, c'est-à-dire, bon, comme on a vu dans le projet de loi qui a été adopté, le projet de loi 56 au Québec, pardon, on demande qu'il y ait une personne responsable du dossier de prévention de violence dans toutes les écoles. Alors, ces personnes-là sont chargées d'accompagner ou du moins d'être responsables d'un comité. Et actuellement, ils ont accès à différents modèles d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il existe différents modèles d'accompagnement et je ne vous parle pas de programme, OK? Parce qu'un programme d'intervention peut être choisi par une école. Par contre, l'équipe qu'il met en place va avoir besoin d'être accompagnée. Alors, pour assurer la pérennité, une démarche que j'ai développée dans une recherche faite antérieurement. Je suis encore pas sur le bon piton. François, tu ne me l'as pas dit? OK. Alors, un résumé de la démarche serait d'abord de faire un portrait de la situation. C'est quoi mon école? Où je m'en vais? C'est quoi mes visées? Qui on est et qu'est-ce qu'on veut comme école? Alors, de se centrer autour d'une vision commune pour pouvoir aller ensemble au même endroit. OK? La deuxième étape serait de prioriser les buts. C'est pas obligé d'avoir 4 ou 5 buts dans une école, d'avoir 15 buts, mais l'important, c'est de pouvoir cibler qu'est-ce qui pourrait être plus bénéfique à notre milieu à un plus grand point de vue. Si on regarde aussi qui devrait être impliqué, il ne faudrait jamais oublier de demander et d'aller chercher le plus de partenaires possible. Les partenaires le plus important qu'on oublie, ce sont les élèves, justement de les impliquer. Demander l'avis à un élève, ça ne veut pas dire de faire ce qu'il veut. Mais en lui demandant son avis, on tient compte de son opinion ou des opinions. Et en même temps, ça permet à ces enfants-là de se sentir plus écoutés et respectés et de faire l'expérience aussi d'une certaine forme de démocratie. Il faut que les stratégies soient orientées sur les buts parce qu'on voit souvent dans des écoles, ils ont des buts et il y a des interventions qui partent dans tous les sens, mais ils ne sont pas nécessairement attachés aux buts qui ont été fixés. Alors, lorsqu'on organise notre démarche et qu'on a peut-être un schéma comme ça pour nous rappeler que nos stratégies doivent être en lien avec ce qu'on a décidé avant et aussi doivent être évaluées, ces stratégies-là, parce que quand ça ne fonctionne pas, on a l'impression de jeter tout ensemble. On a l'impression qu'il faut recommencer à zéro. C'est essoufflant pour du personnel scolaire d'avoir l'impression de recommencer à zéro. Mais on n'a pas l'habitude d'évaluer les pratiques. Alors, quand on évalue ce qu'on fait, il y a une bonne partie qu'on peut garder et une partie qui est à bonifier. Et finalement, on fait un plan pour l'année suivante. Et oui, il faut continuer parce qu'on va avoir encore des élèves. Parfois, les programmes ou les stratégies d'intervention qu'on utilise, ce sont les adultes qui deviennent un peu fatigués de les utiliser. Mais les élèves passent. Les élèves ne sont pas les mêmes. Alors, il faut aussi qu'on se renouvelle, nous autres aussi, comme intervenants. Alors, pour terminer, et l'année suivante, on recommence encore, on refait une réunion d'équipe, on refait un portrait de situation, on redéfinit où est-ce qu'on veut s'en aller et comment on veut y aller. Alors, pour terminer, quelques clés d'action dont on a parlé ce matin et qu'on pourrait faire en résumé, si on peut dire. Alors, la recherche a identifié entre 8 et 15, tout dépendant des auteurs, des clés d'action, des clés d'action qui pourraient permettre que les interventions soient plus efficaces dans un milieu, et particulièrement lorsqu'on parle d'approche globale et positive. L'implication et la conviction de la direction de l'établissement, il faut qu'on l'ait avec nous. Avoir une pédagogie inclusive et inclure la participation de tous les étudiants et de tout le personnel scolaire. Le programme, justement, qui inclut des habiletés sociales, pour le développement des habiletés sociales pour tous les élèves, pas seulement pour ceux qui sont ciblés ou à risque. J'essaie de parler en français pas en anglais. Des règles claires et une procédure qui est connue de tout le monde. De la formation pour le personnel qui répondrait à tous les types de besoins qu'ils peuvent exprimer.
répondre rapidement aux problèmes qu'on observe sans penser que ça va se régler nécessairement tout seul. Avoir une éducation positive de la gestion des comportements aussi. Alors, c'est de revisiter notre perception quant à la punition. On sait que dans les écoles, on réfère jamais au même moment à la loi. Quand est-ce qu'on fait intervenir la loi? Quand est-ce qu'on... Alors, il faut d'abord qu'on soit éducatif. Donc, une gestion positive ferait en sorte que des erreurs de parcours mériteraient d'être prises comme des opportunités d'éducation pour les enfants. Et finalement, le partenariat avec la famille et la communauté est extrêmement important dans ce type de modèle. Alors, je vous dis merci et on prendra les questions tout à l'heure. Au revoir. De vous remettre, je veux le remettre. Excusez-moi d'être la gardienne du temps, c'est serré, mais je veux que tous puissent avoir du temps pour s'exprimer et que nous puissions aussi avoir la chance d'entendre vos questions. Merci beaucoup pour cette première présentation qui nous parle d'environnement scolaire, de démarches préventives. Alors, je ne doute pas qu'il va y avoir des belles questions aussi tout à l'heure. Notre deuxième conférencière, maintenant, I have the pleasure to welcome Deborah Pepler, who is a distinguished research professor of psychology at York University and who is also a senior adjunct scientist at the Hospital for Sick Children. And the title of her paper today is Bullying and Children's Rights. It's not just about safety. Welcome, Deborah. OK, merci beaucoup. C'est un plaisir de suivre Mme Beaumont parce que nous parlons de thèmes similaires. Alors, merci beaucoup. So, thinking about bullying from a rights perspective really works, but it's not just about safety. As my children would say, yes, Mom, it's all about relationships. So that's been my mantra now for a long time, because as we did our research, our observations on the playground, our research doing interventions in schools, our research of adolescents as they move through challenges developmentally, it became so clear to us that bullying's a relationship problem that requires relationship solutions. And I can't tell you how much my heart was singing this morning to hear so many people talking about relationships and to see some of our research reflected in the Respect Ed program and presentations. So when your research gets to the ground and it's used by youth, it has to be one of the most exhilarating things in the world for scientists like me. So why relationships? Well, because when we think about how children grow up, they grow up in the context of relationships, and relationships are the active ingredients. They learn everything through relationships, whether it's explicit learning because we're teaching them, or whether it's learning by observation and modeling, and we heard a lot about that this morning. Relationships are tremendously important. So the question then is, if relationships are so important, why and how do we promote relationships to support children's healthy development? So I'm gonna focus on that today. So the difficulty about bullying, and this is where I was talking about power this morning, is when children bully others consistently, they learn how quote unquote effective it is to use power to get other children to behave in a way they want, or to distress other children. And especially those who are socially skilled gain in status when they do this. Those who are less socially skilled become more marginalized. But the processes within the peer group often reinforce this, and they teach that this is a way to get attention. For those who are victimized, it becomes so difficult for them because they lose power in that relationship. And this is where the repetition over time makes such a difference. Because if they're losing power in the relationship with that other youth, then they become virtually powerless to get out of that relationship. And it takes someone from the outside to disrupt that
that imbalance and to make a difference. And that could be a peer, as we heard this morning from Respect Ed. It could be a teacher. It could be any other caring person. And I love the discussions about caring adults within the schools and trusted adults, because that's what every single child needs. So what fosters development then? How do children develop? Well, they develop through relationships, and the old nature-nurture debate has been blown out of the water. When I was in school, there was a big debate, which is more important, the genes you're born with or, the relationships, the nurture you grow up in. That debate doesn't exist, because what we've learned is that genes change because of the quality of relationships. So this is all pointing to how important relationships are for every aspect of a child's development, not just their physical development, but their cognitive development, social emotional development, etc. Who's responsible for children's relationships? We are. Who do I include in the we? I include parents, grandparents, aunts, uncles, neighbors, but also coaches, and teachers, and after-school leaders, and peer mentors. We're all responsible for the quality of relationships. I think the exciting work that's come out over the last 10 years has helped us understand what's developing under the skin. And I don't have much time to talk about this today, but if you're interested, we have a paper on the PrevNet website that we prepared for Public Health Agency Canada, where we analyzed the World Health Organization data from the Health Behaviors of School-Aged Children survey. And we show that youth's relationships with their parents, with their friends, with their teachers, with their schools, and with their community have a very, very strong link to their health, a whole range of health behaviors. So are relationships important? Yes, they're linked to, the quality of relationships is linked to the quality of health. But it's more than that. When we get under the skin, we start to understand that the quality of relationships that a child grows up in can moderate the brain activity of that child, the brain structure, the brain architecture, the brain activity, and that in turn moderates the genes. And there's wonderful work, if you're interested in this, by Michael Meany and his colleagues out of McGill, that shows that when you have, and they do this research with rats, of course, we're talking about children's rights. You can't do this with children, fortunately. But they take rats at birth who have a gene to be highly anxious and often aggressive, and they cross-foster that rat, and the gene moderates so that tendency doesn't express itself. Whereas if a rat grows up in a very stressful environment, they're highly anxious, highly reactive, and often aggressive, because that's what enables them to survive in that kind of an environment. So genes and brains develop together in a way we wouldn't have been able to imagine 10 or 15 years ago. The research coming out on this is so striking, and there's lots of research being done on children involved in bullying and victimized children. Tracy Vinecore here at the University of Ottawa has done research on victimized children, and they have high expressions of stress hormones from the brain, and that interferes, of course, with mental health and learning capacity. So these are very important issues, and the damage that's done is not just by living in stressful relationships, isn't just what we see in terms of behavior and mental health problems. It goes deep into the cells of children's bodies and into their brains. Let's look at how Canada's doing. We're a really nice country. We even say thank you to bank machines when they give us money. And we're known around the world for being so nice. Well, when we look at education, these are the data from the recent UNICEF report. When we look at education, we're not doing badly. Most of our children, not all, but most of our children are performing very well. So that we're second out of all of these developed countries in terms of our education performance on reading and math and science. That's pretty good.
How are we doing on the quality of the relationships that our children have with their parents and their peers? We're 25th out of 28 countries. We are near the bottom. And what is it? Our children say that when they're in difficulty, they are less likely than children in other countries to just be able to talk to their parents. The report that preceded this showed data on having dinner with your children. And Canadian children report they don't have dinner with their parents. And it's not about the food that's put on the table. It's about the opportunity to talk, share ideas, solve problems, celebrate victories, and just be together, because when you're just together, you're more connected. And when you're more connected, you can help your child navigate the challenges that inevitably come in their lives. So on this measure, we're not doing well. And it may not surprise you then that we're in the bottom third of countries on the prevalence of bullying and victimization. These are the data for victimization. 1 in every 3 youth in our country reports that he or she's been victimized at least once over the last couple of months. So we're not doing well. I was interested in the overall data on that you were talking about, David, around changes. We've looked at changes over the last 10 years in rates of bullying, and we haven't changed. The countries that have changed are countries that have national strategies and a national focus on children and this very issue for children. And we don't have that in Canada. We've had an opportunity in PrevNet to start to build some grassroots relationships with our partners who do such important work and be able to share ideas, but we don't have a national strategy, and we haven't been able, without that kind of political leadership, to make a difference the way countries such as the United States do. And you might see that we're below the U.S. on this. Are they on there? I don't see them. Yeah. So it's not a great story. Why worry about bullying? Well, this issue of power doesn't exist just for children. And my apologies to Stephen Harper, but he's not right. It's not just about children being, misbehaving a little bit. These issues go through our society, and issues of power and aggression and using power to control and distress each other work through. And in our own data, we find that children who bully at a high or moderate rate are at high risk, particularly the girls, I will tell you, high risk of being physically aggressive with their dating partner. These children who bully are at very high risk of sexually harassing their peers. Children who bully are more likely to move into gangs. They're the first children who move into substance use. It's a constellation of problems that has ripple effects over the lifespan if we don't address it. So these are really important problems to address. So in thinking about this, we need binocular perspective. We need a perspective on the children and youth who are struggling and have difficulties. We need to understand their strengths and weaknesses. But that is only part of the problem. And we can't see in 3 dimensions. We can't see in depth unless we think also about the quality of relationships that child's growing up in, and whether those relationships have the capacity to provide the child with what he or she needs. And as I mentioned this morning, sometimes parents don't have that capacity. They don't have the capacity to help their child. And so we as a society need to figure out how we can step in and support both the parents and the child. So there are 5 strategies that we suggest in terms of our work within PrevNet that we need to bring into play to really make a difference. And I'll just go through these quickly. Again, if you go to our website, you can find much more detailed descriptions of these. But people always ask me, where does it start? Where do we start making changes? Well, it starts with me. It starts with you and you and you. It starts with each one of us thinking about our use of power.
because unless we think about that, we are not going to change in the way we interact with children or with each other. And there's a wonderful video called Children See, Children Do that comes out of Australia. And if you haven't seen it, I would encourage you. You'll find it on YouTube. It's a hard-hitting video. It's probably not a video that we as Canadians would be comfortable with, but it shows adults being aggressive, modeling all the wrong things, and the children copying them, because that's how children learn so much. And Wayne, I wanted to tell you, when I was a postdoc, I sat in a living room and I watched, a mother harangue her 3-year-old son about whether he needed to go to the bathroom. And she came out finally with a wooden spoon and threatened him that he had to go to the bathroom. So he finally did. And 5 minutes later, he came out into the living room where we were sitting, and I was sort of like a plant because I was just watching, sitting there. And he took her knitting needle and chased the cat around the dining room with the knitting needle. And the mom said to him, "Don't do that because the cat can't fight back." And it was one of those moments when I understood modeling and observational learning more than I've ever understood it in my life. If we don't think we model for children, we have to think again. And when going into schools, to respond to one of the questions, when I'm called into a school to help them with really difficult bullying problems, and I talk to the youth, they say, "Yeah, we might bully, but the teachers bully us." And the teachers say, "Oh yeah, we might be strict and harsh with the children, but the administration's harsh with us." And one of those schools, the administrator left, and I talked to a teacher later, and she said, the whole school transformed. So it's so much about leadership, as we heard from David this morning. Building rapport. We had a wonderful opportunity to work with 3 of our partners, Red Cross, Big Brothers Big Sisters, and Scouts. And we looked at how they train leaders, because we think, as with the opportunities we have with PrevNet to change Canada, and you get $400,000 and they expect you to bring about massive social cultural change in the country, it's a bit challenging. But we think in order to change things for children and youth, we definitely need to have their voices and have them participate with us. And we have a lot of youth engagement organizations. We don't do it perfectly. But to reach every child and youth and change things for every child and youth, we believe you need to change the adults involved with those children and youth. So we looked at leadership, and all 3 of the organizations had wonderful leadership around the parenting dimension, or the control and guidance dimension of parenting. There are 2 dimensions of parenting that seem to be pretty consistent. One is children need guidance and supervision and support and limit setting. And none of them had adequate training around building a healthy relationship with a child. How do you do that? What does it look like? How do you ensure children have healthy relationships with each other? How do you ensure the adults are modeling healthy relationships? So we now have a healthy relationship training module. We train people to be trainers of the module, and that's moving across the country to help people understand what a healthy relationship really looks like. The next thing is scaffolding, and this takes a view of the child, and it's an education term that means figuring out where that child needs a little bit of support and helping that child do what he or she normally wouldn't be able to do. Social skills training is an example of this, but it really happens 95% of the time in just the way we interact with children, and the way good parents, good teachers, good coaches just are there in the moment, coaching and helping children and youth. The next is social architecture, and it was interesting listening to David talk this morning, because social architecture is a term we developed to describe the role and the responsibility that we have as adults to ensure that children's groupings are healthy and are moving in the right direction and not into bullying and other problem behaviors, because there's a lot of research around peer contagion and deviant behavior, and we can see it on our playground tapes. So this, the opportunity to put marginalized children who are struggling, vulnerable children, into an activity where they get a chance to interact with others, they're caring adults, is really important. And whenever we have an opportunity, we need to think about, is this a good grouping? Is this a grouping of children where everyone's going to be included and there's not a lot of added stress? Or is this
a grouping of children who are going to go out to the far reaches of the playground unsupervised and find the most vulnerable person to bully. And none of this will happen without systems change. And I loved Claire's model where systems are the foundation, and positive things happening in society and happening at the school level and in the community are the foundation for the work we do to help children develop in positive ways. Every child has the right to be safe, and we have a lot of legislation for this. But I'm just going to end with a story of a moment in my life when my thinking really changed, because I truly think we haven't grappled with this enough. And it came in speaking to an Aboriginal elder who was an Inuit elder. And my question whenever I have an opportunity to meet with Aboriginal people, and particularly elders, is to ask them how they raise their children in traditional ways that are different than the ways we raise children in our Western ways. And this man said to me, it's really different. And he said, but the biggest difference is that we honor children's mistakes. Because when we honor children's mistakes, and he used the example of harnessing up sled dogs, when we honor children's mistakes, it gives us the best opportunity to teach that child in the moment, teach them in a relevant way. And I've been thinking about this so much lately, and he's talking about guidance and how to help children learn, and they need us to support them. But he's also talking about honoring and about positive relationships, and most importantly, not shaming a child who's made a mistake. And keeping that relationship with the child a positive one, even though the child's made a mistake. And I want to leave you with a thought, because I've been trying to imagine what our schools would look like if we honored children's mistakes. And we do that in math and reading, and if children have trouble, we give them supports and we give them extra tutoring. We figure out what level they're at, and we help them with the book that they can read at that moment. But do we honor children's mistakes in learning how to live with others and learning how to regulate their emotions and behaviors? Learning the really complex job of social interactions and relating to others? We sit them on benches, we exclude them, we expel them from school if they're really having problems. And these are the children who need us the most, because they're the ones who haven't had all the important lessons. So I'm just going to push forward to PrevNet. We have many, many, many partners that we work with and with whom we learn. We're moving forward and have an opportunity maybe to continue this work for many more years. There are many people in the room I've worked with, RCMP, lots of our researchers. Red Cross is one of our best partners. And together we can make a difference. It's going to take all of us. And we as university researchers do not have the answers. And that's been the most humbling experience of leading PrevNet. I've learned so much from the wonderful partners that we have and their work with children, youth, and families. So thank you so much for this great opportunity to talk. Thank you very much, Dr. Pepler, for your communication about this important question of relationship between each other within our complex society. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter François Bowen, qui est professeur titulaire et vice-doyen à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, chercheur aussi associé au groupe de recherche sur les environnements scolaires et qui est aussi membre du réseau canadien PrevNet. Alors, le sujet de sa communication aujourd'hui, le titre « Deux visions complémentaires en prévention de la violence, les approches programmes et celles s'appuyant sur le développement d'un milieu de vie de qualité ». Bienvenue. Est-ce qu'il y a un pointeur avec ça? Non. Bon, j'ai apporté mon pointeur, on ne sait jamais. Alors, merci beaucoup de me donner cette opportunité de
d'échanger, de parler de la prévention de la violence, en particulier la prévention de l'intimidation et de la victimisation. Ça va? Oui. Comment on l'ouvre? OK. Bon, en attendant qu'on présente, je suis ici comme chercheur, chercheur qui a œuvré depuis à peu près une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années dans le domaine de l'évaluation des programmes de prévention de la violence, développement des compétences sociales. J'ai travaillé non pas uniquement à l'évaluation de ces programmes-là, mais également à leur élaboration avec les gens de la santé publique, des milieux communautaires et des milieux scolaires. Donc, je suis ici en tant que chercheur qui a fait beaucoup de recherches évaluatives, mais je suis ici aussi en tant que professeur dans une faculté des sciences d'éducation qui se pose toutes sortes de questions sur comment est-ce qu'on devrait mieux former nos professeurs, mais aussi nos directeurs d'école dans la perspective de la prévention de la violence. Alors, j'ai beaucoup d'éléments à vous présenter aujourd'hui et je vais essayer d'aller à l'essentiel parce que j'en fais souvent trop, plus que le temps me permet de le faire. Et je vais m'adresser autant ici à des chercheurs qu'à des gens des milieux scolaires. Donc, je vais faire un peu un jeu d'équilibriste en passant de l'un à l'autre. Et je vais aussi essayer de faire le pont avec la présentation de Claire sur l'approche globale, parce que c'est une approche auquel j'adhère. Puis je fais en même temps le pont avec peut-être le prochain panel qui s'en vient au sujet des programmes de prévention de la violence et de leur efficacité. En fait, ma présentation va viser à présenter, en fait, c'est l'approche programme. Il y a deux approches, il y a deux paradigmes dans l'intervention qu'on pourrait considérer. L'approche où on arrive avec une intervention structurée, organisée, planifiée, et une autre approche où on travaille l'ensemble de l'environnement scolaire. Un n'est pas incompatible avec l'autre, mais il est évident que les enjeux, la façon de concevoir l'intervention, de la planifier, de l'évaluer et de même l'élaborer sous certains aspects, un peu comme Claire l'a démontré, sont différents. Alors, la question, c'est est-ce que c'est deux visions antagonistes ou est-ce que c'est deux visions complémentaires? Donc, m'intéressant à la question de l'environnement scolaire, c'est évident que je ne peux pas, éviter cette dimension-là, mais en même temps, plus de 20 ans de recherche dans le domaine du développement et d'évaluation des programmes m'ont amené à certaines conclusions sur leur utilité. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un peu une façon de concilier les deux approches. Alors, la présentation va servir surtout à expliquer les grandes caractéristiques des programmes. Je vais passer très rapidement parce que je ne vous apprendrai rien de nouveau. Expliquer un peu le résultat des recherches évaluatives des 20 dernières années sur l'efficacité des programmes. Je ne parlerai pas d'un programme en particulier, mais je vais parler plutôt de l'utilisation des programmes de façon générale pour prévenir la violence dans les milieux scolaires, quels que soient les milieux. Je vais rapidement passer sur la question de la mise en œuvre des programmes, c'est-à-dire je vais passer directement de façon importante sur cette dimension-là parce que c'est la clé pour comprendre l'efficacité des programmes, mais aussi leurs limites dans l'utilisation, dans leur implantation en milieu scolaire. Donc, ça va m'amener finalement à vous présenter un peu les dimensions qu'on devrait prendre en considération lorsqu'on implante un programme ou lorsqu'on a une approche plus de milieu de vie, de qualité. En fait, c'est les mêmes dimensions, mais on les joue de façon différente et on peut les combiner même. On peut même se servir d'un programme comme une espèce de tremplin pour démarrer une intervention qui va toucher l'ensemble du milieu. Inversement, une réflexion sur le milieu peut nous amener à une réflexion sur on devrait cibler un type d'intervention ou un type de problème et on a un programme, on a des pratiques éprouvées qui pourraient servir à ça. Mais encore faut-il savoir comment l'implanter, puis est-ce que le milieu répond à ce besoin? Est-ce que le milieu est prêt à implanter ce type d'intervention-là et qu'est-ce que ça prend pour que le programme soit réellement efficace? Voilà. Donc, j'aurai des réflexions aussi par rapport à l'évaluation des programmes. Bon, qu'est-ce qu'un programme? Là, je ne vous apprendrai rien de très, très nouveau. Un programme est constitué d'un ensemble de ressources réunies, mises en œuvre pour fournir une population définie, des services organisés de façon cohérente dans le temps et dans l'espace en vue d'atteindre un objectif déterminé par rapport à un problème précis. C'est très structuré, très organisé. Et l'image, en fait, au-delà des thèmes
du texte que vous avez ici, l'image que je veux vous donner, c'est l'image d'une cible. C'est que dans le fond, c'est qu'on a une description d'une problématique, on a des buts, des objectifs, on a une clientèle visée par le projet, on a la description d'intervention, on a un plan d'activité, on a un budget, on a l'évaluation du projet et du programme. Donc, on parle en termes de cible. On parle en termes de... On focus sur quelque chose en particulier. Ça, c'est l'élément paradigmatique fondamental d'un programme et c'est ce qui fait en sorte que les programmes, des fois, viennent ou non s'arrimer avec le milieu de vie. Les grands programmes, on en a déjà parlé ici, les grands types de programmes, je ne reviendrai pas trop non plus, puis on va en parler dans le prochain panel. Il y a les programmes de prévention universelle qui touchent l'ensemble des populations scolaires et qui visent surtout à développer des compétences socio-émotionnelles ou des compétences sociales qui visent à réduire, évidemment, les risques de comportements agressifs comme le comportement de bullying. C'est aussi des programmes qui visent, par exemple, à donner des habiletés sociales et des habiletés de communication aux victimes de gestes d'intimidation pour justement dénoncer et demander de l'aide. On a un autre type de programme, il y en a plusieurs catégories. Claire en a parlé un peu tout à l'heure, fait que je vais passer rapidement. Il y a la prévention ou intervention ciblée, où là, comme son nom l'indique, on focus sur un programme en particulier, un problème en particulier, un défi ou un problème qui arrive dans le milieu scolaire. Un exemple de ça, c'est, par exemple, lorsqu'on veut intervenir sur le bullying, on a ici un exemple tiré du livre de Kate Sullivan qui présente finalement une intervention basée à travers un processus de résolution de problèmes. C'est pas nouveau pour vous. On identifie un incident, on collecte de l'information, on fait un choix d'intervention, on implante l'intervention, on évalue si le problème est résolu ou pas, et ensuite, on revient au point de départ si le problème n'est pas résolu, et ainsi de suite, jusqu'à la résolution du problème. Un programme ou une intervention structurée, c'est de cette nature-là. C'est important d'avoir ça en tête parce que les gens disent, on veut avoir un programme. Moi, j'ai côtoyé souvent les gens dans les milieux scolaires disent, as-tu un programme à nous suggérer? As-tu quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? As-tu dans ta mallette un programme? Et oui, j'en ai. J'ai des ressources. Avec mes collègues de la santé publique, des milieux communautaires, on a développé toutes sortes de ressources. Mais il faut partir du principe que, puis ça a déjà été dit à plusieurs moments aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cible exactement? Est-ce qu'on cible vraiment un problème spécifique ou on vise la qualité du milieu de vie? Et à ce moment-là, on n'a peut-être pas besoin d'une approche comme ça. Peut-être dans un deuxième temps. Alors, qu'est-ce que les programmes? Il y a aussi de plus en plus des programmes qui veulent se rapprocher de l'approche milieu de vie ou de l'approche globale, comme disait Claire tout à l'heure, qui se veut des programmes de type multimodal. Le dernier en date ou la réflexion la plus récente que j'ai trouvée, c'est celle de Jones et Bouchard, où finalement on essaie de dire, on va travailler de façon structurée. 1, les compétences de l'individu. 2, les pratiques de l'enseignement. 3, les actions précises et des mesures visant à permettre aux parents de renforcer les compétences. 4, des actions précises et des mesures visant à permettre aux membres de la communauté de renforcer les compétences de l'élève. Donc, une approche qui se veut, en principe, globale, mais en même temps très structurée. Alors, il y a des programmes qui existent avec ce qu'il faut faire dans la classe, ce qu'il faut faire au niveau de la pratique, ce qu'il faut implanter au niveau de l'école, ce qu'il faut faire avec les parents, ce qu'il faut faire avec la communauté. Je caricature un peu, évidemment, là. Mais c'est comme des modes d'emploi. Et les programmes se veulent bien... Et là, je caricature, mais je ne diminue pas la valeur des programmes parce que j'en fais encore l'évaluation de programmes et je considère que c'est un outil extrêmement utile. Mais ça nous permet de trouver des solutions à un problème, ça nous permet de créer de l'innovation. Et aussi, un programme, l'avantage que les gens des milieux scolaires souvent disent, on a un texte, on a un livre, on a un manuel, on enseigne les mathématiques, on enseigne le français, on enseigne la géographie, on enseigne les habiletés socio-émotionnelles. Et c'est très intéressant parce que, mettez-vous à la place des enseignants, il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont enseignants, on a du matériel didactique pour travailler les compétences sociales, pour aider la communication, pour instaurer une meilleure qualité de vie, pour aider les parents, pour faire des suggestions aux parents, puis aussi pour s'arrimer avec certaines activités en lien avec le milieu communautaire. Donc, c'est comme un mode d'emploi qu'on peut utiliser, un vadémécum.
Les programmes considérés comme efficaces, on va parler dans quelques instants de leur efficacité réelle, mais les programmes réputés efficaces, c'est naturellement des programmes qui s'appuient sur un modèle théorique bien assis, sur des résultats de recherche empirique et avec des modèles théoriques solides. Deborah vous a présenté différents résultats de recherche qui ont été faits à cet égard. C'est des programmes qui permettent de développer les habiletés, d'accroître les facteurs de protection dans l'environnement scolaire. Ces programmes-là sont aussi, au fur et à mesure qu'on les a évalués, on s'est rendu compte que la qualité de leur mise en œuvre était l'élément fondamental de leur efficacité. Vous allez me dire, c'est assez évident. Il s'agit de faire, par exemple, beaucoup d'activités. Plus on va faire d'activités, plus on va avoir d'effets d'impact. C'est vrai en partie, mais la qualité de l'implantation, ce n'est pas juste le nombre d'activités qu'on fait. C'est la façon qu'on le fait puis la capacité qu'on a de les faire. C'est ça aussi. Alors, encore une fois, désolé, je vous ai bombardé avec des acétates. C'est ma façon à moi de me rassurer quand je prépare une présentation. C'est un défaut que je n'ai pas réussi à régler en 30 ans. Je vais aller à l'essentiel. Quand on fait des méta-analyses ou des recensions des écrits sur l'ensemble des programmes, puis là, je vais laisser les détails à mes collègues tout à l'heure dans le prochain panel, on se pose la question, est-ce que les programmes sont vraiment efficaces dans les faits? La réponse, c'est oui, mais l'ampleur de ces effets-là sont tout le temps limitées. Si on fait une moyenne de la taille des effets, c'est toujours limité. Évidemment, les impacts sont toujours plus importants si on travaille avec les plus jeunes et de façon plus longue et sur une base plus longue. Donc, plus on travaille les habiletés sociales, les habiletés socio-émotionnelles avec les jeunes notamment, et plus on implante, plus on maintient les activités, ou on réussit à les maintenir des activités de qualité intensive auprès des jeunes et dans le milieu scolaire, plus on augmente l'effet et l'efficacité des programmes naturellement. Les recherches montrent cependant qu'il y a une multitude de facteurs qui font en sorte que les programmes ne s'implantent pas aussi facilement qu'on le pense, malheureusement. Alors, les programmes, s'ils sont uniformes dans leur contenu, ne s'implantent pas dans un milieu uniforme. Et c'est ça le premier point ici que je veux amener, c'est qu'on ne peut pas prendre un programme comme étant quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans tous les milieux, dont l'usage va être généralisé sans trop de problèmes. Et ça, il y a énormément de recherches qui l'ont amené, entre autres parce que, bon, avant d'arriver à certains constats sur les limites des programmes, il faut comprendre que quand on fait une intervention ou un programme, on met en place on demande à plusieurs acteurs de se mobiliser. Puis on demande dans le temps aussi toute une série d'actions. Donc, il faut tenir compte à la fois de la nature de l'intervention, la nature des acteurs impliqués, le groupe d'individus ciblés, les résultats attendus, mais également les facteurs associés à la communauté, à la famille, les caractéristiques du personnel de l'école, ça, j'y reviendrai, le leadership, la direction, les caractéristiques organisationnelles et relationnelles du milieu, je vous reviendrai avec ça aussi plus tard. Ça fait beaucoup de choses. Et un programme cible rarement tous ces éléments-là. Il ne dit pas ce qu'il faut faire exactement avec tous ces éléments. Encore une fois, vous allez me dire, bien, c'est évident, mais c'est parce que lorsqu'on est devant un problème d'agressivité, de bullying à l'école, ou lorsqu'on veut mettre en place des mesures pour développer des compétences socio-émotionnelles, on est à la recherche de moyens efficaces et peu coûteux. Mais l'implantation, elle, n'est jamais simple. La littérature foisonne d'analyses d'implantation, puis je vais vous donner juste 3 cas particuliers qui sont dans la littérature là, constamment. Les anciennes pratiques reviennent graduellement malgré des résultats encourageants obtenus auprès des élèves en difficulté. Ça, c'est Weby et Hall, mais il y en a d'autres auteurs depuis. Weby et Hall, c'est en 1998, mais depuis, il y a eu d'autres recherches qui ont documenté ça. On met en place des pratiques, on change les pratiques, on obtient des résultats intéressants avec les enfants, et le chercheur revient 2 ans plus tard dans l'école et il se rend compte que les anciennes pratiques sont revenues. Et même si les gens ont constaté le changement. L'autre cas, c'est Gottfredson et Hall. Il y a toute une littérature, plusieurs articles que les Gottfredson ont publiés. C'est des programmes qu'ils avaient évalués dans des milieux donnés, qui s'étaient révélés très efficaces, et ils ont implanté les mêmes programmes dans d'autres milieux, pas tant différents de ce qu'ils étaient, les milieux d'origine, et
sont arrivés à des échecs d'implantation, des difficultés d'implantation. Même carrément, des fois, les programmes ne tenaient pas la route. Difficulté à maintenir dans un milieu donné un programme de promotion de compétences sociales ayant fait ses preuves auparavant. Ça, j'en ai fait beaucoup. Et malgré le fait que... Malgré le fait que on ait fait la démonstration de leur efficacité, on se retrouve avec des problèmes. Bon, alors je vais passer rapidement. La première conclusion, c'est « One size doesn't fit for all ». Est-ce que ça veut dire que des programmes doivent être complètement exclus ou est-ce qu'on doit changer complètement d'approche parce que les programmes, même s'ils ont une certaine efficacité, leur efficacité dure plus ou moins? Évidemment, on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est d'identifier les facteurs dans l'environnement scolaire qui contribuent à l'efficacité des programmes et éventuellement à amener d'autres changements de pratique. Parce que ce que j'ai remarqué, moi, dans les milieux, c'est que quand on implante un programme, quand il prend forme, quand il prend prise, si on peut dire, il peut avoir un effet d'entraînement au niveau des autres pratiques, au niveau de l'environnement scolaire en général. Mais c'est souvent pas la majorité des écoles qui réagissent comme ça. Je veux simplement vous expliquer ici qu'un programme arrive avec... Bon, un programme arrive, la première colonne, avec des conditions d'implantation à remplir, des conditions de succès que les concepteurs du programme demandent et se retrouve dans un milieu où il faut rencontrer ces conditions d'implantation-là. Évidemment, selon la façon dont se fait l'interaction, on peut avoir une implantation réussie ou un échec d'implantation. Mais l'implantation comme telle, c'est l'exposition au programme, l'adhésion. Est-ce que les gens adhèrent vraiment au programme? Est-ce que les gens s'engagent? Est-ce que les gens sont capables de gérer de façon autonome le programme? Donc, ce sont toutes des questions qui vont au-delà de combien d'activités tu as fait dans ta classe. Ce n'est pas uniquement ça. Bon, là, je vais passer très rapidement. Je vais y aller avec les images qui sont peut-être plus parlantes. Un environnement scolaire, ça, c'est un modèle que mon collègue Michel Janoz a développé. Un environnement scolaire, c'est un environnement qui est constitué de pratiques, mais également de différents climats, de différentes attitudes, valeurs. Et Claire l'a démontré un peu. C'est l'ensemble de ces conditions-là qui font en sorte qu'il y a une implantation réussie ou non d'un programme et où il y a une mobilisation ou non autour d'une activité ou d'un objectif de réduction de la violence. Plus concrètement, si on parle de l'implantation d'un programme, bien, ce qu'on remarque, c'est que le programme, il est au 3e niveau. Ce qui précède un programme dans une école, c'est une philosophie de l'école. L'école est un endroit agréable pour apprendre. Les orientations et les règlements pour contrer la violence. Donc, le programme s'appuie sur une philosophie. Il s'appuie sur un projet éducatif déjà en place et il s'appuie sur un environnement général qui contribue à réduire la violence et à prendre en charge les victimes des actes de violence. Donc, inversement, si vous avez un problème dans une école, c'est qu'il n'y a pas de ligne de conduite, de philosophie clairement établie. Les orientations et les règlements pour contrer la violence sont plus ou moins en place et le programme pour contrer ou prévenir la violence est utilisé de façon tout à fait occasionnelle. Donc, juste pour l'efficacité comme telle d'une intervention, quelle qu'elle soit, toute intervention dans un milieu scolaire doit reposer sur un certain nombre d'assises de valeurs, de philosophie, de pratiques. Et c'est ça qui fait en sorte que comme il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais aller à l'essentiel. C'est pour ça qu'il faut comprendre, et Claire l'a expliqué tout à l'heure, bien évaluer les milieux dans lesquels on implante un programme. Tout d'abord, identifier clairement les besoins, identifier la façon dont ce programme-là pourrait s'implanter. Quel est exactement l'état du problème? Dans quelle mesure les gens sont prêts à adhérer à ce type de programme-là? Sous quelle forme? À travers quelle planification? Comment l'intervention peut s'arrimer avec les pratiques actuelles, les pratiques en cours? Et c'est un peu à travers ces éléments-là qu'on peut espérer qu'un programme ou une intervention ciblée, structurée ait un impact réel. Les recherches qui ont été faites, les recherches évaluatives sur l'efficacité des programmes ont montré que ces conditions-là étaient devenues des incontournables. On ne peut plus penser en termes de traitement. Un programme n'est pas un traitement. Un programme n'est pas
un médicament. C'est un outil qui permet éventuellement de générer du changement. Mais qui devrait aboutir à autre chose que uniquement des pratiques structurées, ordonnées. L'école, on l'a déjà dit, il y a plusieurs conférenciers qui l'ont dit ici, c'est un milieu de vie. C'est un endroit où les gens échangent, les gens vivent, puis où les gens aussi se développent au plan social. Donc, les programmes devraient tenir compte de cette dimension. C'est-à-dire, l'implantation de ces programmes devrait tenir compte de cette dimension. Je terminerai en disant que, un peu comme Claire le dit, je citerai René Dubos qui disait « penser globalement, mais agir localement ». Penser globalement, c'est penser l'école. Agir globalement, c'est peut-être avec des ressources spécifiques, des modèles d'intervention, des plans d'intervention. Mais il est clair qu'on ne trouvera pas de voie unique, on ne trouvera pas de modèle unique d'intervention, même si les gens disent « ce programme-là est meilleur qu'un autre ». Il faut faire très attention. Ces programmes-là, ils sont bons là où ils ont été évalués. Ils sont bons là où ils ont été analysés et mis en œuvre. Mais si vous trouvez un programme ou une activité pour laquelle l'évaluation d'implantation n'a pas été faite correctement, vous risquez de vous retrouver avec un peu des illusions perdues. C'est-à-dire que votre programme va être d'une efficacité plus ou moins grande. Donc, voilà, j'aurais voulu pouvoir dire plus sur la recherche notamment, mais j'espère vous avoir expliqué un peu les deux grands paradigmes. Merci. Je vais vous donner François, voilà. Donc, merci beaucoup, François, pour cette autre communication très inspirante qui nous aide à différencier un petit peu une stratégie globale des programmes ponctuels qui sont certes structurés parfois dans les écoles, mais qui aboutissent parfois donc à des difficultés d'implantation, comme François nous l'a bien démontré. Alors, merci beaucoup de nous aider à faire le ménage dans tout ça. Alors, maintenant, on va prendre des questions, des commentaires des gens de la salle. Donc, any question, comment from the floor? Oui, si vous voulez vous approcher. Oui, bonjour, Michel Giroux. Je suis professeure à la faculté de droit à l'Université d'Ottawa. Donc, ce n'est pas mon domaine de recherche, mais je me demandais, ma question s'adresse... Vous comprenez le français? Oui. Ma question s'adresse à vous. Vous avez parlé du besoin d'une stratégie nationale. Or, je pense qu'il existe des stratégies provinciales. En tout cas, il y a certaines législations qui en ont découlé. Je ne sais pas s'il y a eu une politique à l'avance sur l'intimidation comme telle, mais quel serait l'apport de la stratégie nationale si, dans le fond, toutes les provinces avaient fait leur travail, puisque c'est dans leur champ de compétences? It's a wonderful question. Do you mind if I answer in English? Not at all. What would be the advantage of a national strategy? And part of me doesn't want the national strategy just to focus on bullying. I would much rather it focused on children and youth. In some sense, I feel as if we've lost the child in Canada. We've lost a focus on the fact that children are our future, and if we don't invest in children, our future, is not going to be what we wish it to be. And so I think a national strategy would put children very high up on the agenda of our nation, and maybe we would have, a ministry for children and youth, or something that would start to draw threads across the different ministries federally. And I think we're hoping to start with Public Health Agency Canada because we've done some work with them. But we've also done wonderful work with the RCMP and other national organizations, the crime prevention. But in the end, I'd like Canadians to understand that healthy children isn't just healthy active living and healthy eating, but healthy relationships, and those are so important. So I think I would like a national youth strategy that
that started to tie things together across our provinces and territories, because there's really no body. There's a joint commission on school health, but there's no group responsible for children and youth in Canada, and I think that's a problem. So it's a dream. Hi, my name is Hannah. I'm from Jared's Vision. Deborah, I was curious about, I absolutely love the idea of this all about being healthy relationships, and especially about building healthy relationships between parents and children, because a lot of the abuse children experience at home eventually does bleed into the rest of their lives, and they do perpetrate violence with their peers and then with dating violence in marriage. But I was curious about, does Prevnet have sort of any tactics for how to deal with that with youth as opposed to children? Because there reaches a point where there may not be an ability to build a healthy relationship between a parent and a child because that abuse has already been experienced. Jared's Vision, we work closely with queer communities, and our culture is very famous for a lot of our members not having relationships with their families of origin, and there being a big emphasis on chosen family because there just can't be a relationship with parents because they've experienced so much violence and abuse there. So how do we help end bullying for kids who've already passed that, where building the relationship with parents it's too late for that, and bullying has already bled sort of into other aspects like dating violence? Your question's so great, and an organization like you, like Jared's Vision, helps us think about these issues. And I've had an opportunity to work with in treatment with youth at very distance from their parents, and I think there's a difference in the LGBTQ community around having to change the attitudes of parents to ever get them to be able to learn what they need to learn, and maybe that's just too great. And I love the notion of a chosen family, and so I think what we need to do is help young people understand that it might be anyone in their lives. It might be some person who will help them feel valued, will help them feel grounded, and help them feel confident developing a sense of who they are that's integral to them as a person. And that's why I think we need all Canadians to understand that every child and youth needs to grow up in healthy relationships. And that's why I asked the question, like, who has the capacity? Because sometimes parents don't have the capacity, and parents who are very homophobic may not have the capacity to provide that kind of caring relationship for their young child, their young adult child, or their emerging adult child. So I just think organizations such as yours that help us think about these things and challenge us to think about these things are really important. I'm looking forward to hearing from you this afternoon. Thanks a lot. Puisqu'il n'y a pas d'autres interventions, Bien sûr. je vais me permettre de poser la question autrement et aux deux autres panélistes. Comment, j'ai bien entendu votre réponse, mais il me semble que parfois, dans notre Canada, dans notre fédération canadienne, on a souvent tendance à penser qu'en ayant une stratégie nationale, tout va se régler. Et donc, dans le contexte de l'intimidation, on comprend que tout le monde doit travailler ensemble. C'est la force des différents plans d'intervention, des programmes, appelons-le comme on le veut. Comment, donc, vous voyez, du point de vue plus provincial, finalement, comment la collaboration devrait mieux s'articuler? Est-ce que, donc, une stratégie nationale, c'est une bonne idée? Puis dans quel sens cette stratégie devrait prendre forme? Tu veux répondre en premier, Claire? Oui, c'est la même question. OK, sans tomber dans les débats politiques, on va faire attention, mais on va rester dans le sujet. Vous savez, quand on parle de modèle d'intervention globale, on situe l'élève dans son école, dans sa famille, la famille dans l'environnement dans l'aspect social, politique, et bon. Alors, tout ça fait en sorte qu'à chacun des niveaux d'intervention, il y a une influence qui peut être positive. Alors, plus on est nombreux à travailler dans le même sens, plus ça peut être aidant.
Maintenant, plus on fait des interventions larges, plus on est loin de l'école aussi. Alors, il faut prendre ça en considération. Donc, si je prends des collègues d'autres pays où les organisations des ministères de l'Éducation ne sont pas comme ici, comme au Québec, par exemple, où les ministères ont beaucoup plus d'emprise, alors, les écoles ont beaucoup moins de marge de manœuvre pour mettre en place ces interventions. Alors, les interventions qui ont le plus de chances de fonctionner sont celles qui sont décidées ensemble, dans le milieu le plus proche de l'enfant, en collaboration avec ses sphères d'appartenance les plus près. OK? Alors, pour répondre à la question d'un point de vue éducatif, je dirais que plus loin dans la sphère qui entoure l'enfant, plus loin on a cette préoccupation-là, alors on s'en vient de plus en plus national, provincial, local, dans la famille, dans le quartier, dans les équipes sportives, dans le service de garde et dans l'école. Alors, tout ça ensemble, c'est vraiment très important de travailler ensemble. Maintenant, il ne faut pas s'éloigner de l'école. Donc, c'est là où la majorité des interventions doivent être individualisées parce que d'une école à l'autre, quand on a 2 écoles, on a 2 cultures différentes. Quand on a 3 écoles, on a 3 cultures, on a 4 cultures. Une école, c'est un milieu de vie. Et même si, au Québec, on a des établissements, on a des écoles, là, c'est-à-dire la même école, mais qui est séparée dans 3 établissements, mais qui sont dans la même zone géographique, si on peut dire. Alors, quand on faisait des portraits d'école, les directions nous demandaient, nous disaient, on va faire un portrait de notre école, un portrait des manifestations de la violence. Mais c'est 3 bâtisses différentes, avec des personnes différentes qui sont à l'intérieur, et on retrouve des cultures différentes. Alors, il ne faut vraiment pas s'éloigner de l'école. J'ajouterais que le problème, c'est pas avoir une stratégie nationale. Je pense qu'on peut avoir des lois au niveau des provinces, comme au Québec, il y a la loi 56, puis on peut avoir en même temps une stratégie pan-nationale sur la question de la prévention de la violence, la réduction de la violence, le bien-être des enfants. Je pense que une stratégie nationale, une politique nationale ne peut pas nuire. Mais comme Claire l'a dit, il y a des réalités plus terrain dont on doit tenir compte. Et le problème, là, je vais parler juste pour le Québec, parce que je ne connais pas la réalité dans les autres provinces. Le problème que l'on a, c'est que c'est de faire le pont entre les deux, entre l'expertise et les connaissances de l'école, des gens de l'école, qui, eux, ont certains besoins en termes de pratique, de programme ou d'évaluation de leur milieu, et la réponse que les commissions scolaires, les directions régionales ou le ministère de l'Éducation peuvent donner. Et il est là le problème. Le problème, si on met en place une stratégie nationale, le défi va se poser de la même façon en Ontario, en Colombie-Britannique ou en Alberta, qui se pose au Québec. C'est où sont les ressources, l'expertise pour tenir compte de la réalité, des différentes réalités, des différentes cultures, comme disait Claire, mais aussi des besoins. Donc, il y a comme une espèce de niveau intermédiaire. Dans les niveaux intermédiaires, je parle des commissions scolaires puis des directions régionales. Là, je parle du contexte québécois ici. Ces ressources-là sont très peu développées. Et au point que certaines commissions scolaires se tournent vers le ministère, les directions régionales et le ministère comme tel en disant « Avez-vous des outils? » Parce que là, vous avez la loi 56. La loi 56 nous oblige à faire un état de situation, puis nous oblige à mettre en place des mesures très précises, à les suivre, à les évaluer. Avez-vous des mesures? Avez-vous des outils à nous proposer? Et la réponse du ministère, c'est de dire on a une équipe de 3 personnes qui travaillent sur ça pour l'ensemble du Québec. Et alors là, certaines commissions scolaires, comme à Montréal, la commission scolaire Marguerite Bourgeois a dit c'est correct, on va faire notre propre programme. On va bâtir nos propres activités. C'est une grosse commission scolaire, si vous connaissez Montréal. Puis la commission scolaire Marguerite Bourgeois, c'est une commission scolaire qui a des ressources, qui a des expertises, puis a réussi à se mobiliser. Mais ce n'est pas le cas de toutes les commissions scolaires, ce n'est pas le cas de tous les milieux, de toutes les régions. Il est là le problème. Le problème, quelle que soit l'approche qu'on veut mettre de l'avant, que ce soit une approche programme ou une approche milieu de vie, là,
l'expertise, les ressources sont difficilement au rendez-vous. Et c'est souvent qui me... une politique nationale, on peut penser que ça va régler les problèmes, mais c'est juste la première étape. C'est une vision qu'on partage globalement, collectivement, mais tout le reste du travail reste à faire. Merci. Alors, je pense qu'on a le temps encore pour une dernière intervention, une ou deux, là, disons. Je suis Raymond Leblanc de la Faculté d'éducation. Si je peux me permettre juste mon grain de sel au sujet des stratégies nationales et qui se sont avérées un échec, c'est par exemple une stratégie nationale au niveau de la pauvreté infantile. Il y a eu un plan à ce niveau-là et c'était un échec parce que la volonté politique n'y est pas. La même chose pour l'accès à des logements modiques on sait qu'ils ont un impact sur tous les problèmes sociaux qui sont indiqués. Et souvent, ces stratégies-là, politiques, ne fonctionnent pas. Merci. Alors, peut-être une dernière question, commentaire? Oui. Je vais peut-être allez-y. juste dire en attendant que Oui. la dame vienne. Oui. Non, c'est bon. Encore faudrait-il qu'on travaille ensemble. Faudrait-il savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette politique-là et qu'est-ce qui apporterait une plus-value si ça a un effet de levier, comme je disais tout à l'heure, ça a un effet de levier sur le national, le provincial, le local. Comment travailler ensemble? Alors, il faudrait que ce soit ensemble et toujours à l'étude des besoins le plus près de l'élève. Et plus on s'éloigne, plus c'est compliqué. Merci. Donc, une dernière question. So if I must apologize, unfortunately, my pardons because I don't speak French, so I don't benefit, unfortunately, from the discussion in French. So I hope this has not been covered, but I'm kind of speaking in two different places. One, I'm from the Office of the Provincial Advocate for Children and Youth in Ontario. So one of the issues that, that have sort of we've been thinking about are young people with special needs and the extent to which they experience violence and what that looks like. So certainly I would like to bring that to sort of the table. Mind you, our mandate is very limited, so we're not dealing with all of youth, but certainly the things that happen and the responses certainly can have a systemic impact. But also I have some questions because I come from the community, having done work and looking at alternative forms of education and the questions of who gets access to schools. So while it's wonderful that big organizations do get access to school, I also question where there's space for community-based organizations to also have opportunities to have a diversity of voices and perspectives added to the issue of violence. Because when I have to say, I've been this has been a wonderful panel because it's brought in lots of different issues. We've talked about institutional violence has been raised. You've got youth engagement. You've got emotional literacy. But there's lots of different ways we've talked about this issue of violence. And I'd like to put to the audience as well is, excuse me, I'm always nervous when I speak. I'd like to put to the audience as well to the challenge of thinking about violence and relationships as an extension also of identity and oppression, as one of the colleagues raised earlier today, power differentials. And thinking about that in terms of, within Toronto, what we've seen is this interesting response to violence, and it's been in the form of model schools, and that's really has been lots of school and social services kinds of things integrated into the school approach and into the education approach. That's been very interesting to see. However, what concerns me as an individual, I speak right now, is the discourse that underlies that as well, where we have a discourse of the programs are there within priority neighborhoods. So those are the designated high-risk, vulnerable, marginalized communities. So that discourse of race and immigration and diversity gets underpinned in some way of those communities lacking nurturing empathy, social skills, and that really concerns me. So I bring that to the attention because as all of us engage in the discussions and the work, I ask us to also be cognizant of how those
those different things can seep into how we construct programs. Again, the question of who we let in, how those different voices and perspectives get the opportunity to contribute to the discussion and to the school community as a whole. So I put that to you. Thank you for your comment. Any reply? I just think we need to say thank you. You know, I think we need all voices, and one of the wonderful things about Canada is our diversity, and we need to always think about that. And children and youth at the margins are the ones who are most at risk or most vulnerable to victimization. Certainly, I've done some research with children who have differences and disabilities, and those children experience a lot of exclusion and a lot of bullying by their peers. So I think these are very, very important issues, and I also think that many of our community organizations make a huge difference in children's lives. And what was so interesting to us in doing the analyses of the quality of relationships and youth health outcomes broadly defined was that neighborhood was really important, and having people connect with you and knowing that the adults in your neighborhood. And so I take your point, and I really think that we always need to think deeply about these things that separate us when we're working at something that brings us together. Thank you. Alors maintenant, nous allons prendre une pause de quelques minutes. So we'll be back in 10 minutes. Merci beaucoup à nos panélistes cet après-midi.